Les petits témoins de l'histoire, par Christian Masset. Imaginez des épisodes de l'histoire de France, racontés par des animaux ou de jeunes enfants qui se trouvaient là. Ces rencontres vont donner lieu à ces historiettes que je vais vous conter. L'assassinat du duc de Guise, raconté par Asti, le chien d'agrément. Quelle affreuse époque nous vivons actuellement. Moi qui suis un petit chien d'agrément, qui délaissant les genoux de ma maîtresse, Catherine de Médicis, pour me promener dans les nombreuses pièces du château de Blois, suis effaré par les complots, les vilainies, les sinistres pensées qui agitent les membres de la cour. Nous sommes en pleine guerre de religion, et les trêves ne sont jamais que des répits avant de passer à un niveau encore plus élevé de violence. Deux personnalités s'affrontent qui sont tellement différentes que rien, mais vraiment rien, ne peut les rapprocher. Le premier est le roi de France, Henri III. Raffiné, coquet, qui prend soin de sa personne, rendez-vous compte, il se lave fréquemment, à une époque où il est de bon ton pour les hommes de sentir la sueur. Savez-vous qu'à cette époque, on croit encore que les maladies sont amenées par l'eau, qui, je le concède, n'est pas particulièrement propre en ville. Il a horreur des activités violentes, telles la chasse ou la guerre, et préfère toujours la négociation à cette dernière. De tous les enfants de Catherine de Médicis, il est, avec sa sœur Marguerite, la célèbre reine Margot, la plus intelligente, bien plus que ses deux frères, qui l'ont précédé sur le trône de France. En face se trouve le duc Henri de Guise, surnommé le balafré, du fait d'une cicatrice récoltée à la guerre qui dépare sa figure. Le type même du guerrier, grand, aimant le bruit, l'agitation, fort en gestes et en voix. Deux clans divisent la France sur fond de religion. Henri III, bien que catholique, cherche à pacifier les oppositions et, n'ayant pas d'héritier, se rapproche d'Henri de Bourbon, le futur Henri IV, qui, lui, est protestant. Henri de Guise, lui, représente les catholiques acharnés qui l'ont placé à la tête de leur mouvement appelé la Sainte Ligue et qui refusent cette solution. En ce milieu du mois de décembre 1588, le roi de France est réfugié au château de Blois. Il a été chassé de Paris par la Sainte Ligue catholique menée par le duc de Guise. Ce dernier a même fait appel aux ennemis espagnols, catholiques affirmés, pour établir une garnison dans la capitale. On craint même pour sa vie, à une époque où poignards et poisons règlent souvent les conflits. Il est entouré de ceux que l'on nomme les mignons, parce que, comme le roi, ils sont coquets, se parfument et portent bijoux. Ils sont néanmoins de redoutables guerriers, habiles à l'épée et se sont illustrés dans maints combats. Ils se nomment Maugiron, Caylus, Antragues ou Saint-Luc et sont tous dévoués à Henri III. La France ne peut pas rester écartelée entre deux partis aussi opposés. De plus, Henri III ne peut tolérer plus longtemps que Paris, sa capitale, lui soit refusé d'accès. Lui qui refuse les solutions brutales n'a plus le choix. Henri III fait alors semblant de se soumettre et promet de ne jamais conclure aucune paix ou trêve avec les hérétiques. Il nomme, afin de l'amadouer, Henri de Guise lieutenant général du royaume et lui demande de le rejoindre à Blois où doivent se réunir des états généraux. Le 22 décembre au soir, le duc de Guise arrive à Blois, fier d'avoir fait plier le roi de France. Son orgueil lui interdit de penser à une manœuvre de celui-ci. Le 23 au matin, le roi lui demande de venir le voir pour régler certains détails. L'ambiance me paraissant tendue, sans un aboiement, je me cache derrière une tenture. Guise traverse une antichambre pour se rendre dans la chambre du roi. Le duc y pénètre. Un couloir précède le cabinet. Guise ouvre la porte et aperçoit les célèbres mignons. Il veut reculer. 8 hommes lui coupent la retraite. Il se jette sur leur victime, la saisissent au bras et aux jambes, roule son manteau autour de son épée. Le duc renverse 4 des agresseurs, en blesse un 5e avec son drageoir. Il entraîne ses assaillants jusqu'au bout de la chambre et revient tomber près du lit du roi en gémissant. Le roi se découvre, écartant la tenture derrière laquelle il était caché. Il se serait écrié, paraît-il, devant le corps de son rival, « Mon Dieu, qu'il est grand ! Il paraît encore plus grand mort que vivant !» Le roi descend alors chez sa mère Catherine de Médicis. Là, il lui annonce joyeusement « Le roi de Paris est mort !» Le cardinal de Lorraine, frère du duc,
est aussitôt enfermé après le meurtre dans un cachot et est assassiné à son tour. Son corps va rejoindre celui de Guise dans une salle du château. Les 2 cadavres sont ensuite brûlés et leurs cendres jetées à la Loire, privée ainsi de sépulture. Catherine de Médicis, ma maîtresse, va sous peu mourir, ayant connu une fin de vie marquée par le sang, notamment celui de la Saint-Barthélemy. Le roi Henri III, mettant à nouveau le siège devant Paris, va, 8 mois plus tard, être assassiné par un moine fanatique, Jacques Clément. Il faudra un maximum de courage, de ruse et de diplomatie à Henri de Bourbon pour, sous le nom d'Henri IV, restaurer la paix dans le royaume de France. Nous autres, simples chiens que nous sommes, avons du mal à comprendre les humains. Que de violence et que de manigance pour arriver à dominer les autres. Jamais je ne recourrai à de tels procédés pour défendre ma gamelle. Radio CHU, c'est ta radio.